Pour construire nos routes, nos villes, bref, toutes nos infrastructures, on ne fait pas que bâtir sur le monde, on le redessine. On déplace des montagnes, on comble des vallées, on sculpte littéralement la surface de la Terre. Et ça, c'est tout le monde fascinant du terrassement. La question peut paraître un peu folle, mais en réalité, c'est le défi quotidien des grands chantiers. Et attention, il ne s'agit pas juste de force brute. Non, c'est une science précise, une stratégie super méticuleuse et, il faut le dire, un véritable balai de machines colossal. Alors par où est-ce qu'on commence pour sculpter un paysage ? Bon, rentrons dans le vif du sujet. Tout tourne autour de deux mots essentiels, déblai et remblai. C'est simple en fait. Déblayer, c'est quand on creuse, quand on enlève de la matière, et rembler, eh bien c'est l'inverse, on comble, on en ajoute. Le but de tout ça, transformer un terrain naturel, avec ses bosses et ses creux, en une plateforme parfaitement plate et stable, prête à accueillir ce qu'on veut construire dessus. Avant même qu'une seule machine ne démarre, la toute première phase est une affaire d'intelligence et de précision. C'est l'acte de la planification, le moment où l'on dessine sur le papier la future forme du paysage, en prenant bien en compte chaque détail du terrain d'origine. Et le héros de cette étape, c'est le géomètre topographe. Son rôle est absolument crucial. C'est lui qui va prendre les plans de l'ingénieur et les transposer sur le terrain réel. C'est ce qu'on appelle le piquetage. Chaque piquet qu'il plante, c'est un ordre direct pour le chantier. Ça indique très précisément où il faudra creuser et où il faudra remblier. Et son travail ne s'arrête pas là. Il est présent du début à la fin pour vérifier que tout est fait au centimètre près. D'accord, mais comment savoir exactement combien de terre il faut bouger ? Pour ça, les ingénieurs utilisent une méthode assez géniale. Ils découpent virtuellement le terrain en tranches, un peu comme les images d'un scanner ou d'une IRM. On appelle ça les profils en travers. En calculant la surface de chaque tranche et la distance entre elles, on obtient le volume exact de terre à enlever et à ajouter sur tout le projet. C'est ça, la cubature. Ok, maintenant qu'on connaît les volumes, un tout nouveau défi se présente. Un défi purement stratégique. Un peu comme dans une partie d'échecs, chaque mouvement de terre compte. La grande question, c'est comment déplacer ces millions de mètres cubes de la manière la plus efficace, la plus économique et bien sûr la plus rapide possible. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. C'est très rare que la terre qu'on enlève à un endroit corresponde exactement à ce dont on a besoin pour combler un autre endroit. Le plus souvent, soit on a trop de terre et il faut l'évacuer quelque part dans un dépôt, soit il en manque et il faut aller en chercher ailleurs, dans un lieu d'emprunt. Et bien sûr, chaque transport, ça coûte de l'argent et du temps. Pour résoudre ce véritable casse-tête logistique, il existe un outil incroyable, l'épure de Lalanne. C'est le plan de bataille du mouvement des terres. Voyez ça comme un relevé de compte en banque. La courbe monte quand on a un surplus de terre et elle descend quand on a besoin de combler un trou. Ce graphique permet de visualiser exactement où prendre la terre et où la déposer pour faire le moins de trajets possible. Le but du jeu, il est parfaitement résumé par cette phrase. On cherche à ce que la somme des moments de transport soit la plus petite possible. En termes simples, ça veut dire qu'on veut parcourir la plus petite distance avec la plus petite quantité de terre possible. C'est logique. Moins de distance, ça veut dire moins de carburant, moins de temps perdu et un impact environnemental bien plus faible. C'est vraiment le cœur de la stratégie. Le plan est fait, la stratégie est claire. Il est temps de passer à l'action. C'est là que les géants d'acier entrent en scène pour jouer leur partition. Et attention, on ne choisit pas les engins au hasard, ça dépend totalement de la nature du sol. Pour des terres meubles, faciles à creuser, on peut y aller directement. Pour des sols plus durs, il faut d'abord les ameublir un peu. Et quand on tombe sur de la roche, là il faut la fragmenter avant de pouvoir la bouger. Bref, à chaque mission, sa machine. Au cœur de ce balai mécanique, il y a deux engins qui sortent du lot. D'abord, le scrapper ou décapeuse. C'est un monstre d'efficacité. Il est autonome, il racle le sol, se remplit tout seul, transporte la terre et l'étale là où on veut. Et puis il y a le booter, le fameux bulldozer. Lui, c'est le muscle, la force brute. Il est là pour pousser des tonnes de matériaux et aussi pour aider les scrappers à se remplir plus vite en les poussant par l'arrière. Une fois que les gros volumes sont en place, c'est la niveleuse qui entre en jeu. C'est la machine de la finition, de la précision. Avec sa grande lame réglable au millimètre près, elle permet d'obtenir une surface parfaitement plane. C'est la base indispensable avant de poser les couches de la future route. La précision juste après la puissance. Le paysage est sculpté, les volumes sont à leur place. Mais le travail est loin d'être terminé. Maintenant, il faut transformer cette terre qu'on a simplement déplacée en une fondation super stable et durable, capable de supporter des charges énormes pendant des décennies. Et là, on aborde une étape qu'on ne voit jamais, mais qui est absolument fondamentale, le compactage. Chaque couche de terre ajoutée est méthodiquement compressée par des rouleaux compacteurs. Le but ? Chasser l'air, resserrer les grains de terre pour obtenir la densité maximale. C'est simple. Une route qui dure, c'est une route qui repose sur un compactage parfait. Donc pour résumer, tout ça c'est une chorégraphie très bien réglée. De l'étude sur le papier jusqu'à la vérification finale des niveaux, chaque étape dépend de la précédente. C'est cette rigueur de A à Z qui fait qu'une simple route pourra supporter le trafic pendant des dizaines d'années sans bouger.
Désormais, quand on prendra une route qui serpente à flanc de colline ou une autoroute qui traverse une plaine, le regard ne sera plus le même. On ne verra plus juste une bande de bitume, mais on pourra imaginer le résultat de ce travail de sculpture immense, cette modification profonde et réfléchie du paysage, cachée juste là, sous nos roues.